accord permanent avec une vue permanente sur l'environnement forestier autour de nous. Donc quand on est dans le canapé, par exemple, on a des écrans panoramiques, comme si on était au cinéma, uniquement sur la forêt, avec rien d'autre que les végétaux pour spectacle. Une cuisine, alors là on peut passer à d'autres types, c'est toujours sur le même principe, une cuisine ouverte sur le séjour, c'est ce qu'on voit ici. Là par exemple on a un type de cottage qui est R+1, il y a 20% à peu près des 1021 cottages qui seront à étage. Mais on retrouve le même principe de l'abri à vélo, l'entrée avec le local technique, les toilettes, et immédiatement une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte sur le séjour. Et le prolongement de cette terrasse, puisque tous les cottages ont une terrasse avec un minimum de 2,50 m de profond qui est totalement en prolongement à la fois du séjour et de la nature. Encore un autre principe. Alors on voit bien que le système constructif, on a essayé d'extrêmement simplifier les formes de plans, à la fois pour un côté pratique. Lorsqu'on arrive dans un cottage, on n'a pas envie d'être dans des circulations, à zigzag, etc. On a envie immédiatement de pouvoir utiliser les choses. Donc les volumes sont extrêmement clairs, mais c'est aussi un avantage lorsqu'on veut faire du préfabriqué et qu'on veut donc optimiser la construction. Donc ça c'est une vue des terrasses dont je vous parlais, avec l'idée de ces grandes baies ouvertes, la terrasse et puis la nature. Là, un cottage R+1, et on voit donc qu'il n'y a jamais de vue directe d'un voisin à l'autre. On est toujours un maximum fondu dans son contexte boisé. Monsieur le maire, on a refait la présentation donc de l'état d'avancement du projet, du mûrissement du projet. Donc maintenant, je vous redonne le micro. Bien, merci pour cette présentation détaillée. Je pense que cela suscite des observations, des questions, et que, eu égard de toutes les opérations que nous avons enclenchées depuis le départ, eu égard aussi des remarques qui ont pu être faites au moment de l'enquête publique, qu'il y a sûrement des remarques et des questions sur ce projet, sur ce sujet, sur divers sujets. Qui va se lancer en premier? Alors, Madame Piston, on va vous donner un micro. Qui peut venir chercher le micro, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un... Roland, merci. Voilà. Je pense qu'il marche raisonnablement, hein. Oui, moi, c'est pas particulièrement sur la présentation du projet, que vous nous aviez d'ailleurs bien présenté la fois précédente. C'est sur l'aspect beaucoup plus complet du Center Park. Je dirais d'abord que je ne suis pas contre. Ce n'est pas du tout mon style de tourisme. Enfin, s'il y a des gens qui aiment se retrouver dans une nature dont je dirais quand même qu'elle est un peu aseptisée, et un des derniers intervenants a employé un terme que j'ai aimé, quand il a dit « les gens sont là, comme au cinéma ». Ben oui, c'est une nature de cinéma. Mais je connais quand même plusieurs personnes de mon entourage qui ont aimé. Je voudrais d'abord noter une contradiction qui n'est pas propre à ce type de Center Park. On nous annonce la taxe carbone pour la rentrée pour janvier 2010. Ce qui veut dire pour les gens de la région qui doivent quitter Roibon alors qu'il n'y a pas de transport, ça veut dire une hausse importante, surtout pour ceux qui travaillent et qui ont des faibles salaires, due à la taxe carbone. Et pendant ce temps-là,
5000 personnes par semaine, en gros, se retrouveront dans ce que j'appelle moi quand même un Tahiti de pacotille, avec une température entre l'air et l'eau de 29 à 30 degrés. Donc on ne peut pas dire quand même que pour le bienfait de la planète, ce soit une bonne chose. Première question que j'avais posée d'ailleurs la dernière fois, et qui me paraît capitale. Où en est-on de la décharge? Parce que ça, on ne nous en parle pas. On ne nous dit toujours pas si le préfet nous a garanti qu'il n'y en aurait pas. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir le Center Park d'un côté, la décharge de l'autre? Est-ce que le préfet qui vient samedi pourra rassurer la population? Au niveau des problèmes, je tiens quand même à dire que si je donne des informations ou des chiffres, je les tiens d'Internet, et en particulier de quelqu'un qui doit s'appeler Savasio. Je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Il a un certain nombre d'informations intéressantes. Alors, ce que je voulais dire, là encore, oui, le gros problème quand même pour nous, ça va être le problème de l'infrastructure routière. Je suis contente que les gens, que les citadins qui sont fatigués de la circulation puissent se retrouver dans un Center Park où il n'y aura pas de voitures, mais désolé, c'est quand même au détriment des gens non seulement de Brabant, mais de la région. Ça veut dire le bruit, ça veut dire les gaz, ça veut dire la poussière, ça veut dire sur des routes qui ne sont absolument pas adaptées des risques d'accident. Qu'en est-il? Je ne veux pas parler trop. Alors, je sais qu'il y a des subventions relativement importantes. On parle de 7 millions d'euros pour le conseil régional, de 15 millions d'euros pour le conseil général, peut-être plus si on parle des infrastructures que le conseil général risque d'être appelé à aider à payer. Il serait question aussi sans doute de sommes importantes versées par la commune ou par la communauté de communes. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir d'un côté les services publics et le public qui va payer un certain nombre de choses, et ensuite les actionnaires qui encaisseront? Que peut-on attendre comme retombée économique pour la région? Je ne dis pas simplement pour Brabant, mais pour la région. Je sais qu'on attend beaucoup, c'est peut-être aussi pour ça que je ne m'élève pas contre ce projet, on attend beaucoup des emplois qui seraient créés. Quelles sont les garanties là encore? Il y a eu des promesses, mais tout le monde sait quand même que les promesses n'engagent jamais que ceux qui les entendent et ceux qui y croient. Les différents sites que j'ai pu voir qui parlent des Center Park qui existent déjà, la question du travail semble beaucoup moins idyllique. Il s'agit souvent de travail qui est fractionné, peu qualifié. Est-ce qu'on pense qu'on aura au moins des contrats à durée indéterminée? Enfin, je pense que j'ai été suffisamment longue et je laisse la parole à d'autres. Bien, Madame, je vais répondre à une partie de vos questions, puisqu'il y a à la fois des observations et des questions. Nous avons une question importante sur la décharge, une question sur les infrastructures, une question sur les financements, et puis une question sur les retombées économiques, voire les emplois. Donc il y a beaucoup de questions, donc il y a beaucoup de réponses. Premier point, le centre de stockage de déchets. Monsieur le préfet ne vient pas samedi pour nous en parler, il vient pour inaugurer des bâtiments que nous avons d'ailleurs construits depuis de longues années et qui méritent maintenant d'être inaugurés. Mais ne serait-ce que pour vous rassurer sur ce sujet, monsieur le préfet Albert Dupuis est un homme de dialogue et d'écoute, et qu'à ce jour, il n'a aucunement l'intention d'approfondir le dossier du centre de stockage. Ça, c'est la position actuelle du préfet sur le dossier, et des conférences
sont organisées en ce moment même. Il y en a eu une au mois de juin, mais il y en aura en début d'année prochaine, entre plusieurs départements de la région Rhône-Alpes, de façon... Je vois qu'on nous filme, là, c'est aussi important que cela. Oui. Bon, merci. Il y a donc des conférences qui sont donc organisées, et il faudra que le sujet soit revu et qu'une réponse définitive nous soit donnée. La commune de Roibon, sur ce dossier, en même temps que la commune de Saint-Pierre-de-Brécieux, a engagé auprès des services du Conseil général de l'Isère, avec le vice-président Serge Revel, une démarche de classement du site aujourd'hui prétendu, on va dire, en espace naturel sensible. L'association Avenir, qui a d'ailleurs travaillé pour d'autres sujets, nous a retenu les éléments pour pouvoir concrétiser ce dossier. Nous venons même, lors du dernier conseil municipal, d'accepter une extension sollicitée par Avenir lui-même, de façon à ce que nous ayons une zone d'espace naturel sensible qui soit la plus cohérente possible, et de faire en sorte qu'avec ces démarches-là, nous ayons une démarche qui puisse permettre d'avoir un site protégé. Donc, sur le sujet, on peut dire qu'on est sur une voie aujourd'hui d'abandon progressif de cette hypothèse qui avait été émise en 2006. Concernant les infrastructures, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé tout à l'heure, puisque nous avons pris en compte et regardé avec attention les remarques qui ont pu nous être formulées au moment de l'enquête publique. Et donc, il y a une chose de certaine aujourd'hui, c'est que le concept de Center Park a des fondamentaux qui font que l'orientation de ce qui vous a été présenté doit se faire d'une certaine façon. On ne peut pas le faire n'importe comment. Et que quoi qu'il en soit, la départementale 20F est bien, comme je l'avais dit dans les réunions précédentes, la voie qui sera utilisée pour la partie arrivée des touristes. On sait qu'un chantier de l'importance de celui-ci peut créer des nuisances. Donc nous avons fait en sorte d'engager avec l'ONF, la commune de Dionnet, des démarches qui nous permettront d'utiliser une piste forestière en venant de l'étang de Dionnet pour que nous puissions échapper à l'utilisation de la départementale 20F pendant le chantier. Donc nous avons l'accord de Pierre et Vacances, puisque nous avons dû discuter de cette option pour justement permettre, j'allais dire, une harmonisation de l'utilisation des voies, sachant que la départementale 20F, effectivement, est une départementale qui, pour accueillir toute une série de poids lourds, ne serait pas du tout adaptée pour accéder au chantier. Et puis, il faut que, pendant le temps que le chantier se réalise, par la voie qui peut être justement, que je viens de vous expliquer, il faut que des travaux s'engagent pour que nous ayons une mise aux normes, on va dire, de cette voie D20F en discussion avec les services du Conseil général pour que la situation soit la plus tolérable possible, sans pour autant en faire une avenue et sans en faire une voie qui n'aurait pas sa spécificité et ses caractéristiques d'une voie rurale. En ce qui concerne, vous avez posé la question également des retombées économiques. Les retombées économiques sont difficilement mesurables, comme ça au millimètre près. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, l'opération pendant le chantier peut déjà déclencher des opportunités pour une série de commerces locaux. Quand je dis locaux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être sur Roibon même et bien au-delà, pour l'hébergement, pour la restauration, etc. Et aujourd'hui, nous avons, je vais vous citer un exemple que vous connaissez bien, madame, c'est l'installation de notre boucher sur la commune de Roibon, qui s'est installé uniquement en misant sur l'opportunité qu'il aurait dans le futur, justement, de bénéficier de ces retombées. Nous avons des personnes dans le monde médical qui nous sollicitent aujourd'hui pour pouvoir mettre en place une structure qui s'appellera une maison médicale et qui montera en puissance, bien sûr, du fait qu'on aura une présence de population plus importante dans le secteur. Je vous cite des cas que je connais. Nous parlions tout à l'heure des 697 emplois, ça a été dit, je crois, à un moment donné, je crois qu'on a parlé des 700 emplois, 697 pour le chiffre que nous connaissons, mais il y a également des emplois induits qui représentent une centaine d'emplois, mais Pierre et Vacances vous expliquera ceci dans un instant.
Donc on met en marche en fait tout un système qui permettra aux Chambarans, au secteur de Chambarans qui se meurt, dans une période de crise aujourd'hui difficilement gérable, de pouvoir retrouver une série d'emplois que nous n'aurions pas par ailleurs et que nous ne pourrions pas récupérer par le biais des emplois traditionnels. Donc ceci nous permet d'être rassurés dans ce domaine et de faire en sorte que, eh bien, on puisse faire profiter à tout notre secteur, à de nombreuses familles, justement de ces avantages en ce qui concerne l'emploi. L'emploi, les retombées économiques, qu'elles soient immédiates au moment du chantier ou qu'elles soient au moment de l'exploitation du site, je pense que l'Office du tourisme aura un travail important aussi à faire de développement de l'activité autour pour que tous les sites que nous avons autour de notre secteur de Roibon puissent avoir une fréquentation encore améliorée et que par là même nous ayons sur notre territoire un dynamisme dans ce domaine. Vous avez parlé de finances publiques, madame. Les finances publiques, vous avez cité la commune de Roibon, vous avez cité la communauté de communes du Pays de Chambarans, vous avez cité le Conseil général de l'Isère, dont je laisserai le soin à mon collègue Christian Pichou ou Jean-Michel Revol de donner les explications nécessaires, et vous avez cité effectivement la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes a voté 7 millions d'euros pour le développement durable, la formation, etc. Le Conseil général mettra en cours dans les semaines qui viennent les montants dont je laisserai le soin à Christian Pichou d'en parler ou à Jean-Michel Revol. En ce qui concerne la commune de Roibon, effectivement, elle participera au projet. La commune de Roibon, dans son plan local d'urbanisme, a décidé de mettre en place le contournement. Ce contournement est acté dans l'ensemble de la faisabilité, justement, de ce projet. Il a été donc approuvé dans l'enquête publique du plan local d'urbanisme. Il n'y a pas eu de remarques sur ce projet. Ce projet est en route depuis 2003. Et donc, il pourrait voir le jour en 2010, commencer les travaux en 2010, de manière à être le plus près possible opérationnel pour le moment du chantier qui se réaliserait à partir de 2011. La commune de Roibon a décidé de prendre la maîtrise d'ouvrage de ce contournement. Ce qui permettra, dans le cadre des apports qu'elle aura dans l'ensemble du projet, ceci a été validé par la commune, l'ensemble des élus, permettra d'apporter sa contribution à ce qui est nécessaire au fait que le projet puisse être viable dans les meilleures conditions possibles. Ceci dit, la communauté de communes du Pays de Chambarans a aussi décidé de participer au projet. Il y a des projets d'adduction d'eau aujourd'hui qui sont importants, mais qui permettront aussi à la commune de Roibon d'avoir son propre réseau d'assainissement d'inclus dans ce projet global, de pouvoir également desservir des communes dont aujourd'hui on n'a pas la garantie absolue, mais on va en direction de Saint-Marcelin, et de servir soit des communes comme Varassieux, Chasselet, et puis d'aller en direction de Saint-Véran, et puis de rejoindre Saint-Marcelin, et puis d'aller à l'Isère, ou éventuellement, mais je ne pense pas qu'on soit dans une démarche aujourd'hui qui heurte véritablement, donc c'est certainement ce scénario-là qui sera retenu. Nous avons d'autres échappatoires aussi pour aller en direction de Saint-Marcelin, et de desservir en même temps des communes qui seront sur ce passage. Et donc c'est une opération qui en même temps permet de desservir des collectivités. La communauté de communes s'engage pour cela, pour pouvoir permettre au syndicat des eaux de ne pas répercuter le prix de l'eau sur l'ensemble des usagers. Bien sûr que Center Park est un client important, mais il faut que nous veillions à l'ensemble des investissements, puisqu'il y a d'autres collectivités, et Jean-Michel Revol pourra nous en dire deux mots s'il le souhaite, qui vont participer également à ce projet d'ensemble, sachant que s'il fallait que nous réalisions nous-mêmes cette opération par le syndicat des eaux, eh bien cela coûterait bien sûr une somme relativement importante, que nous n'aurions pas la garantie non plus de rentabiliser immédiatement avec nos seuls habitants du village. Donc un point positif dans ce domaine-là. Voilà pour ce qui concerne le domaine des finances publiques, mais je tiens à rassurer malgré tout pour celles et ceux qui peuvent dire « les impôts vont augmenter ». Nous l'avons entendu, les impôts vont augmenter. Lorsque j'ai lancé la première opération immobilière de Montfalcon en 1983, les impôts devaient être multipliés par 10. La commune de Montfalcon reste la commune la moins chère en fiscalité du canton à ce jour.
Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que nous avons des retombées fiscales importantes, attendues. Je dis des retombées fiscales importantes. Nous mesurons que les recettes attendues, aujourd'hui, vont représenter globalement toutes recettes confondues, communes, communautés de communes, le montant de 2 millions d'euros annuels. Donc ce montant de 2 millions d'euros annuels doit permettre, en attendant de percevoir les recettes que nous aurons à percevoir en 2013, de réaliser entre les structures concernées, le syndicat des eaux de la Galore, le syndicat, la communauté de communes du pays de Vinay, etc., qui participera au projet dans son ensemble, à la commune de Roibon, à la communauté de communes du pays de Chandaran, de faire un préfinancement qui sera lui-même remboursé par les taxes que nous recevrons dès 2013. Je précise que les taxes attendues, qu'elles soient des taxes foncières, que ce soit la taxe de séjour, que ce soit ce que sera la nouvelle fiscalité demain qui remplacera la taxe professionnelle, nous en sommes parfaitement conscients, et vous avez fait allusion à la taxe carbone, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir développer ce sujet-là. Mais ces recettes, aujourd'hui, doivent être compensées auprès des collectivités locales au centime près. Ce qui veut dire que les collectivités locales doivent toujours avoir un intérêt à accueillir des entreprises, car n'oublions pas que les collectivités locales financent des zones d'activité économique pour accueillir des entreprises, et que, ceci dit, on fait des voiries, on amène de l'eau, on amène de l'électricité, on fait le nécessaire de manière à ce qu'on ait une viabilisation suffisante pour que les entreprises aient envie de venir s'installer chez nous. Eh bien, il faut que malgré le fait que nous abandonnions la taxe professionnelle, qu'il a été décidé d'abandonner la taxe professionnelle, eh bien, nous ayons également des ressources que nous ayons intérêt à percevoir et que nous ayons un lien entre l'entreprise et le territoire. Donc ces recettes vont nous servir à rembourser les préfinancements que nous aurons à faire, et je précise que toutes les recettes que nous percevrons sont versées par les personnes qui fréquenteront le site. La taxe foncière est payée par les propriétaires des cottages, la taxe de séjour est payée par les touristes, et jusqu'à ce jour, on va dire, la taxe professionnelle est payée par les entreprises. Donc, je voulais simplement développer cette position pour vous expliquer qu'il n'y a pas de danger en ce qui concerne l'évolution de la fiscalité. La fiscalité de la commune de Roibon, j'estime, compte tenu des projets que nous avons lancés, est aujourd'hui raisonnable. Je dis bien raisonnable, puisque en matière de taxe d'habitation, nous sommes bien en dessous de la moyenne nationale et juste dans la moyenne départementale, qu'en matière de foncier bâti, nous sommes bien en dessous de la taxe de la moyenne départementale et a fortiori de la moyenne nationale, ce qui veut donc dire que globalement et fiscalement parlant, même si on augmente les impôts de façon régulière, parce qu'il est normal de pouvoir le faire, je ne pense pas qu'il y ait de doute à avoir sur l'augmentation de la fiscalité dans son ensemble. Et ceci, même si la collectivité est amenée à soutenir les initiatives du syndicat des eaux de la Galore pour pouvoir permettre aux usagers de l'eau, de l'assainissement dans leur ensemble, de pouvoir bénéficier d'un équipement digne de ce nom, et qui sera de toute façon, et qui aurait été de toute façon, nécessaire de faire pour pouvoir répondre aux normes européennes dans les 4 à 5 années qui viennent. Ceci dit, les retombées économiques, je reviens légèrement en arrière si vous le permettez, nous avons lancé un lotissement, nous pouvons souhaiter que ce lotissement, d'ailleurs il y a déjà des compromis de signés, j'ai eu des contacts ce matin pour pouvoir aussi nouer des liens avec des personnes qui peuvent aussi en faire leur affaire. Je pense que grâce à la présence du projet de Center Parcs sur notre collectivité, nous avons la possibilité d'avancer plus vite pour les réservations des lots et de faire ainsi, en retour de ces initiatives, eh bien avoir une fiscalité complémentaire aussi qui va être représentée par la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Voilà, je pense vous avoir répondu sur tous les chapitres, madame, le plus justement que j'ai pu, et si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Alors, les retombées. Oui, effectivement, sur le Conseil général, quelques mots.
en rappelant que depuis le premier jour où nous avons eu connaissance de l'opportunité de ce projet, nous nous sommes attachés d'abord à en convaincre Pierre et Vacances du grand intérêt d'un site dans l'Isère et plus spécialement sur Roibon, et que depuis maintenant plus de 2 ans, nous travaillons sur ce projet pour coordonner tout ce qu'il y a à coordonner pour permettre aujourd'hui d'avoir sous les yeux un projet dont on perçoit mieux, dont je pense vous avez mieux perçu les contours, l'organisation, la définition. Alors effectivement, notre investissement est fort là-dedans, d'abord en termes humains, parce que les retombées économiques sont très importantes parce que le tourisme est une des richesses de la France, qu'aujourd'hui nous avons quand même le plaisir de constater que malgré une crise économique qui touche notre pays comme le monde entier, notre porteur de projet Pierre et Vacances ne ralentit pas dans le planning qu'il a mis en place. Cela parce que le tourisme de proximité, qui évite à des touristes de se déplacer très loin, voire à l'autre bout du monde, connaît un succès résultant des circonstances économiques. Je crois que ce tourisme de proximité est plutôt plus favorable pour notre planète que le tourisme qui consiste à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. En un mot, le tourisme en France, c'est une richesse économique, il nous faut la développer et rééquilibrer le département de l'Isère en créant ici une unité telle que celle qui vient de vous être décrite. Les retombées sont importantes parce que, en plus, dans le monde touristique, il n'est pas fréquent, surtout dans notre région, d'avoir des emplois qui soient des emplois à l'année. Le tourisme en montagne, comme le tourisme au bord de la mer, sont des emplois qui durent souvent que de 3 mois, une saison ou quelques semaines, les moments de pointe. Ici, les emplois qui sont prévus, qui vont être offerts lorsque le Center Park sera ouvert, seront des emplois à l'année. Bien sûr, des CDI, Madame, sur votre question, parce que des emplois pérennes, c'est le souhait de celui qui fera tourner la structure, que d'avoir des salariés en permanence 12 mois sur 12. Donc sur la qualité des emplois offerts et des contrats, je crois que c'est un progrès considérable par rapport à d'autres sites touristiques qui connaissent beaucoup plus de précarité. Donc le chiffre est important, donner du travail ici c'est important, je crois qu'il n'est pas utile d'aller plus loin pour comprendre cela. Les collectivités, naturellement, investissent pour ce faire, elles investissent en Isère partout où il y a une création d'emplois possible, et il est tout à fait normal, naturel, et c'est la volonté du Conseil général, que d'accompagner les collectivités qui ont besoin de ces infrastructures. Donc dans l'intervention financière du Conseil général sur laquelle vous nous avez questionné, il y a 2 volets. Un concernant les infrastructures, l'eau, l'assainissement, tout ce qui est nécessaire pour recevoir le projet, et nous le faisons ici de manière peut-être plus complète parce qu'on veut aussi tenir compte des besoins qui existent sur Roibon, qui existent sur Saint-Marcelin, et on essaye de coordonner tout cela pour que les habitants aient également une amélioration dans leurs services. On ne construira pas des équipements spécifiquement dédiés au Center Park. C'est des équipements prévus pour la région, dont tous les villages profiteront, mais qui bien sûr permettront de desservir correctement aux normes actuelles Center Park. Donc ça c'est important, et tout cela nous le faisons avec les collectivités. Marcel Bachasson l'a expliqué, chacun met la main au porte-monnaie pour arriver à boucler un plan de financement. Ce sera le cas dans les semaines qui viennent, pour que la faisabilité de l'assainissement, pour que la faisabilité de l'eau, je peux dire que nous sommes aujourd'hui en bonne voie là-dessus. Et puis, il y a un deuxième volet d'aide, qui n'est pas une aide versée à Pierre et Vacances, qui est une aide qui va intervenir au profit des acquéreurs de cottage, parce que je ne sais pas si vous avez en tête le montage, mais les Pierre et Vacances construisent des cottages qui vous ont été montrés, mais qui vont être revendus à des acquéreurs. Et ces acquéreurs, eh bien, nous envisageons de les aider, comme nous aidons déjà
dans le milieu rural et uniquement rural, parce que la politique d'un conseil général, c'est le développement rural, c'est sa compétence. Nous finançons déjà l'aménagement de gîtes et toute création individuelle de gîtes. Alors bien sûr que lorsqu'il y a 1000 gîtes, ça ne s'appelle pas des gîtes, ça s'appelle des cottages, qui sont construits d'un coup, ce n'est pas tout à fait le même régime, parce que nous concevons que la commercialisation, la gestion va être un petit peu plus facile. Donc le montant des aides ne sera pas équivalent à ce qui se fait pour des gîtes indépendants, pour des structures isolées, telles que l'un d'entre vous peut avoir demain l'idée de le créer à Roibon ou dans un village à proximité, si le développement touristique prend de l'essor. Bon. Donc voilà les deux aides que nous mettons en place. L'aide au développement économique, partout où il y a du développement pour aider les infrastructures à se mettre en place, et puis une aide aux acquéreurs de cottages pour l'aménagement de structures touristiques, avec la même exigence que dans tout le département, c'est-à-dire que ceux qui investissent, les particuliers qui vont acheter ces cottages, que ce soit à Roibon ou que ce soit ailleurs, nous leur demandons un engagement. C'est l'engagement de mettre le bien acquis en location pour le tourisme, avec une certaine qualité, pendant un certain nombre d'années. Je crois que c'est 5 l'engagement minimum, mais ici il sera, je crois, il va être de 9 dans les baux qui sont proposés par Pierre Vacances. Donc ceux qui sont aidés, ceux qui seront aidés en achetant un cottage à Roibon, comme ceux qui sont aidés dans l'ensemble du département de l'Isère lorsqu'ils aménagent un gîte destiné au tourisme, eh bien ils reçoivent une aide en contrepartie de l'engagement. Et puis d'ailleurs, ici ça ne se passera pas, la question n'est pas là, mais il y a une interruption dans les engagements pris, on demande le remboursement de ces aides. On le demande aux particuliers, on le demanderait ici si ça survenait. Mais cela pour vous expliquer que le régime d'aide qui est mis en place s'inscrit dans ce que nous faisons dans l'ensemble du département, et nous sommes heureux aujourd'hui de le faire dans une partie du département où le territoire touristique, où le développement touristique n'a pas été à la hauteur de ses capacités, de son site, et dans des conditions sur lesquelles nous discutons, nous négocions depuis de nombreux mois pour que l'intégration environnementale, dans tous ses aspects, soit la meilleure possible. Alors, sur les chiffres, pour être un tout petit peu plus précis, je peux vous dire, grande maille, que sur les équipements, les infrastructures, c'est de l'ordre de 7 millions d'euros qui sont prévus par le Conseil général, que pour l'aide au cottage, c'est également une somme du même ordre. Donc la région a annoncé une aide directe à voter au mois de juillet, début juillet, une aide de 7 millions. Nous-mêmes, au cours des semaines ou des mois qui viennent, seront amenés, au fur et à mesure du chantier, à investir une somme, le double de la région, si l'on tient compte des infrastructures. Mais les infrastructures, comme je viens de vous l'expliquer, nous intervenons partout, tout au long de l'année, pour soutenir les communes qui ont des projets. Voilà, je ne veux pas être plus long sur cette partie, mais je suis prêt à répondre à d'autres questions à ce sujet-là. Ça vous n'est pas donné d'autres informations. Bon. Alors moi je vais répondre à madame sur les emplois, bien sûr. Sur les emplois, alors j'ai des informations très précises à vous donner. J'ai pas, quand on s'était vu ici même au mois de décembre, je vous avais effectivement présenté un tableau qui faisait apparaître la création de 700 emplois. Bon, ces 700 emplois sont tout à fait confirmés par les études que nous avons conclues, dans la mesure où le projet est plus important que d'autres center parks, puisqu'il va comporter, comme vous l'a dit tout à l'heure, 1000 cottages. Je vais vous donner des chiffres très précis qui sont les chiffres que j'ai sous les yeux, qui sont les chiffres des center parks existants. Mieux que des promesses, comme vous le disiez très justement, madame, je préférerais vous donner des réalités. Les réalités, c'est ce que nous exploitons depuis 15 ans, 20 ans, dans différents center parks. Le center parks de Normandie, 854 cottages. Nous avons en effectif actuel 622 personnes. 622 personnes, donc c'est même plus que, si vous voulez,
que ce qu'on envisage, c'est proche que ce qu'on envisage sur Center Parcs de Roibon, c'est vous dire qu'ici, on pense qu'on sera au-delà des 700. Mais restons sur les 700 évoqués depuis le début. Équivalent temps plein, 457, vous savez, dans les présentations qui vous ont été faites sur Roibon, équivalent temps plein, je crois que c'était 470, 475. Autre question, CDI, CDD. 97% de nos salariés sont en CDI, un contrat à durée indéterminée. Seuls 3% sont en CDD. Si je prends l'exemple, donc je vais continuer, sur l'autre question que vous posiez, non, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, je crois encore, c'est l'origine géographique. Quelqu'un l'a posé en disant, est-ce que c'est des gens de Roibon ou de périmètre? Alors, évidemment, je ne vais pas garantir que c'est 100% de Roibon. Mais ce que je peux vous garantir, et là aussi chiffre à l'appui, c'est que c'est 90% du périmètre proche. Alors, je ne sais pas si la frontière avec la Drôme est totalement étanche, mais je pense qu'elle ne sera pas tout à fait. Et que nombre de gens viendront dans un rayon de 30-50 km. Vous évoquiez les problèmes de circulation, vous évoquiez les problèmes de CO2. Il est évident qu'en permettant, en créant directement des emplois dans le périmètre, en organisant, comme nous le ferons par le biais d'un plan d'entreprise, le transport des gens, en favorisant le covoiturage, nous favorisons justement la réduction du CO2. Et bien évidemment, ça aussi nous allons le faire quand les gens, au lieu de faire 50 km dans chaque sens pour aller travailler à Romans ou voire à Valence et revenir le soir pour pouvoir travailler dans un rayon de 10 km, ça va beaucoup favoriser ces choses-là. Donc 90% en Normandie sont du département, 85% en Sologne sont du département. En Sologne, autre village que nous exploitons, je n'ai pas évoqué les chiffres, je vais le faire tout de suite, il y a 98% de CDI, contre 97% de l'autre côté. Et alors, vous probablement souhaitez-vous également qu'on parle des salaires, parce que j'ai aussi entendu de ci, de là, que les emplois étaient des sous-emplois. Je vais vous donner les salaires. Premièrement, les salariés dans le groupe Pierre et Vacances Center Parcs sont payés sur 13 mois. C'est courant, mais ce n'est pas tout à fait général. Les salaires moyens des employés de la catégorie la plus basse, c'est 17 635 € par an. La catégorie supérieure, c'est 18 942. La catégorie suivante, c'est 21 351 € par an. Ceci représente à peu près 80%. Après, il y a effectivement 85%. Après, il y a un encadrement qui est un petit peu plus payé, bien évidemment. Mais vous voyez que 85% de nos salariés touchent de l'ordre de 20 000 € par an. Entre 18 et 20 000 € par an. Voilà des salaires. Alors, c'est certes pas des salaires de chefs d'entreprise, si je puis le dire ainsi, ou même de commerçants, mais c'est quand même dans un périmètre comme le vôtre, nous semble-t-il, la possibilité d'offrir à des gens qui vont chercher le travail à plusieurs dizaines de kilomètres, un emploi de proximité. On parlait tout à l'heure de tourisme de proximité, moi j'oserais même employer le terme d'emploi de proximité. Voilà ce que je voulais répondre sur les emplois. Donc c'est pas des promesses, c'est une réalité. Puis je vais vous donner un autre argument, madame. Créer des emplois, enfin plutôt, prenons l'exemple dans l'autre sens. Imaginez qu'on ait envie d'importer des salariés, entre guillemets. Ça voudrait dire qu'on irait chercher des gens à 100, à 200 ou à 300 km. Et qu'est-ce qu'on devrait faire après? On devrait bien évidemment les loger sur place. Croyez-vous que ce soit notre intérêt? Donc tout notre intérêt, c'est de participer avec le département et avec la région à des plans de formation, à des plans de recrutement pour les salariés, et bien évidemment de créer des emplois directs et des emplois sur place. Voilà. Alors, au-delà de ça, j'ajouterai, j'en finirai par ça, c'est que nous créons aussi des emplois indirects. J'avais présenté un document sur lequel apparaissait un montant de consommation locale, de consommation à la fois d'ingrédients, de denrées, mais également de fournitures auprès des entreprises locales. Ça représente à peu près 90 emplois également de plus. C'est des emplois indirects, certes, mais c'est des emplois qui sont générés par le chiffre d'affaires que ces entreprises vont constater. Donc c'est encore 80 à 90 emplois de plus qui sont quantifiés par les 12 à 15 millions de dépenses annuelles que nous allons générer, de chiffre d'affaires que nous allons générer auprès de fournisseurs extérieurs. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas dire, comme certains disent, c'est des faux emplois, c'est des fausses promesses. Non, on peut dire beaucoup de choses et sur le concept lui-même, et je ne reprendrai pas sur les propos liminaires que vous avez suscités tout à l'heure, mais par contre sur l'aspect économique, sur l'aspect retombée fiscale, sur l'aspect emploi, je crois que là les choses sont très claires. M. Pichou l'évoquait, en matière de tourisme, et nous en sommes un petit peu responsables quelque part, souvent les exploitations fonctionnent 4 mois, 5 mois, ou voire au mieux 6 ou 7 mois. Là, il
s'agit d'exploitations qui fonctionnent 12 mois sur 12 avec des taux de remplissage et de taux d'occupation de l'ordre de 90%. Donc la réalité, c'est celle-là. Si on continue à développer Center Parcs, bien sûr, c'est pour le plaisir de devenir un roi bon, mais c'est également parce qu'on croit dans ce produit. Il y a M. Viron qui a demandé la parole, au fond. On lui donne le micro. Bon, alors juste après, je suis désolé, M. Viron, juste après. Allez-y. Bonsoir, je suis un habitant de la communauté de communes de Morpère. Et comme on va être touché par ce projet, donc on s'est permis de venir pour poser des questions. Alors j'ai d'abord 2 remarques à faire. La première, c'est je m'adresse aux représentants du Conseil général. Vous avez dit que vous avez opposé ce concept au concept de tourisme de masse utilisant l'avion pour aller au bout du monde. Mais moi j'ai peur, et alors justement nous avons peur, que ça devienne aussi ici un bout du monde. D'autant plus qu'il y a un aéroport à côté qui ne demande que cela. Ma deuxième remarque, je m'adresse aux architectes qui ont fait un excellent travail, mais ils ont omis une chose, ils nous ont présenté de belles images avec beaucoup de vert, mais ça ne représente que 6 mois de l'année. Les 6 autres mois de l'année, vous auriez dû montrer des images avec des arbres sans feuilles. Ça aurait été aussi intéressant. Maintenant, ma question. On va engendrer des déchets. Comme ça, en gros, je pense que ça doit tourner entre 1200 et 1400 tonnes par an. On va, je suppose, toujours les mettre à Penol. Là, justement, il y a des trous que l'on remplit et qui n'auront une durée de vie d'acceptation des déchets que jusqu'en 2014, je crois. Si ce Bachasson il rectifiera si je me trompe pas. C'est-à-dire qu'on est quand même au point de ne plus avoir de décharge sur cette partie nord de l'Isère. La partie, plus ou moins, qui intéresse le CITOM. Alors, la question qui me vient, c'est 1200 ou 1400 tonnes, il va falloir les trier, puisque Penol n'accepte que des déchets ayant été triés, c'est-à-dire où on leur a enlevé une grande quantité de déchets fermentescibles, puisque de plus en plus on pratique le compostage, soit individuel, soit collectif, et puis il y a aussi, il y aura les DIB, les déchets industriels banals, et puis il y aura aussi tous les déchets que l'on peut trier, les centres de tri. Alors, vous, organisateurs de ce Center Parcs, architectes, etc., comment vous allez organiser ça, les différents points de ramassage, quel type de ramassage, est-ce que vous avez prévu du compostage chez l'habitant? Parce que n'oublions pas que ce que vous êtes en train de prévoir là, c'est une ville qui va être aussi conséquente que, disons, une ville entre Morpère et la Côte-Saint-André. C'est-à-dire quelque chose d'énorme. Ça, il faut en avoir bien conscience. Le plateau là-haut va recevoir une ville, c'est pas un village, c'est une ville, avec toutes les installations qu'il y aura avec. Alors, comment vous allez formuler tout cela, organiser tout ça pour, disons, faire face aux déchets que vous allez générer? J'aurais une toute petite précision, si vous me permettez, monsieur. Je crois que sur le délai de vie du centre de stockage de Penol, il me semble, je pense au contrôle d'une personne qui connaît bien le dossier dans la salle, il me semble qu'on va jusqu'à 2019, si mes renseignements sont bons. Est-ce qu'on peut me le confirmer? Oui, on va jusqu'à 2019 et non pas 2014. Bon, vous me direz 5 ans, mais je tenais quand même à le préciser. Monsieur Bichou voulait répondre à une de vos remarques, et puis on passera la parole après aux personnes de Pierre et Vacances. Oui, monsieur, avant de parler plus technique sur les ordures que vous avez évoquées, je vais vous dire sur l'importance et le volume que cela représente. 1000 cottages, ça peut être 4000 personnes qui sont effectivement là. C'est pas tout à fait une ville. Je dis cela en comparant avec des stations touristiques actuelles du département de l'Isère que je connais, que vous connaissez peut-être, telles que, je vais citer celle que je connais le plus dans ma région, Oris-en-Noisant, Oz-en-Noisant, Vaujany,
qui ont des capacités d'accueil de ce niveau-là, qui n'ont pas l'allure ni la production d'une ville au sens où vous l'entendez. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte, même si c'est beaucoup et qu'il faut être très bien organisé. Et puis un petit mot par rapport à ce que vous avez dit concernant la provenance de la clientèle. C'est le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans les center parks actuels qui conduit à constater que la clientèle, ce sont des monospaces avec des familles, des vélos, des enfants qui viennent de la proximité. Je suis sûr que le groupe Pierre et Vacances ne refuserait pas des clients qui viendraient de l'autre bout du monde en avion. Mais je crois que, heureusement ou malheureusement, peu importe, ce n'est pas la clientèle de ces infrastructures. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns, mais je ne crois vraiment pas, après en avoir visité un et après avoir lu beaucoup de choses là-dessus, que ce soit jamais l'essentiel de cette clientèle. Et je laisse Pierre et Vacances être peut-être encore plus précis sur cela. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous répondre sur la question des déchets et puis essayer d'apporter un éclairage, sauf que je n'ai pas les chiffres en tête sur les déplacements et le transport de nos clients. Donc au niveau des déchets, Center Parcs est une entreprise certifiée ISO 14001, pour ceux qui connaissent un petit peu les normes et les certifications environnementales, depuis 1999. Ça veut dire qu'ils ont un suivi et un management environnemental qui est mis en place sur l'ensemble des sites. Et donc le Center Parcs de Roibon fera aussi partie des sites qui suivent un certain nombre d'indicateurs de leur performance d'un point de vue environnemental. Sur la gestion des déchets, aujourd'hui, alors j'ai pas les tonnages exacts, donc je ne veux pas vous dire d'idiotie sur les volumes des déchets qui vont être produits par le site, mais donc 20% en gros en France, sur les Center Parcs en France, en gros 20% des déchets sont des déchets qu'on arrive à trier et sont valorisables. Donc on a des objectifs d'augmentation de la part des déchets valorisables, donc on arrive à récupérer avec l'objectif d'atteindre 40% en 2011. Donc ça, c'est des efforts qui sont en cours sur l'ensemble de nos sites et sur les Center Parcs. Les cottages, donc là, il est prévu de mettre des poubelles, 3 bacs dans les cottages. Et il y a un certain nombre d'apports, de zones d'apport volontaires sur le site qui vont être, ils ne sont pas identifiés là, mais ça va venir dans un deuxième temps et ils vont être à une distance de maximum 80-100 mètres en fait des cottages pour que les gens y aillent assez facilement. Donc les premiers Center Parcs qui ont été conçus, il y avait des zones de tri qui étaient réparties. Il y avait moins de zones d'apport volontaire que de zones de tri sur le site. Aujourd'hui, quand on fait un Center Parcs, dès qu'on a une zone d'apport des déchets, les clients peuvent faire le tri. Donc ça facilite grandement le tri sur le site. Ces zones ne sont peut-être pas visibles sur le plan qu'on a sous les yeux, mais elles sont déjà voilà. très précisément dans le site. Voilà. On ne les voit pas là, c'est pas... Bon, d'accord. Merci de la précision. En Moselle, je crois qu'il y en a 53 de zones de tri sur le site. Le compostage des déchets alimentaires sur les cottages. Alors aujourd'hui, l'enjeu de séparer les déchets fermenticibles, c'est de pouvoir en faire quelque chose derrière. Donc en Moselle, par exemple, on essaye de regarder des filières de valorisation des déchets fermenticibles. Et donc on a identifié des zones de... Pardon ? Alors voilà, ici je ne sais pas. Donc en fait, est-ce que... Pardon ? Vous les aurez, vous devrez les transformer. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut... il faut qu'il y ait un certain volume de déchets fermenticibles qui soit produit pour qu'on puisse en faire quelque chose de vraiment efficace. Pardon ? Vous allez faire ça ? Pour l'instant, on le fait nulle part, hein, des déchets fermenticibles alimentaires, etc. On
regarde la possibilité de le faire en Moselle au niveau des équipements centraux, parce que là on peut suivre le tri des déchets qui est fait. Au niveau des cottages, on ne peut pas être derrière chaque client, donc même si on peut les inciter à mettre de côté leur épluchure de pommes, etc., on ne peut pas être derrière pour vérifier que ce soit bien fait, et du coup on n'arrive pas à avoir une traçabilité assez importante pour pouvoir s'assurer de pouvoir faire quelque chose avec ces déchets. Donc on essaye de le faire, on essaiera de le faire au niveau des équipements centraux en Moselle, où là il y a un tri beaucoup plus strict qui est fait, on trie une dizaine de déchets, alors que sur les cottages, ben voilà, il n'y a que 3 bacs. Mais voilà, donc aujourd'hui la destination des déchets fermenticibles, c'est pour un site qui sera ouvert dans quelques années, on l'a pas identifié. Ça fera partie des études et on espère bien que voilà, on pourra être au niveau en tout cas des filières de valorisation locale, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'envoyer les déchets à l'autre bout de la France. Voilà. Et puis sur les déplacements, aujourd'hui, il y a 85% de nos clients qui viennent en voiture et qui sont des clients de France en fait, hein, donc des zones de chalandise qui sont. Mais voilà, vous avez peut-être plus de chiffres. Effectivement, il y a même plutôt 90% des gens qui viennent. Comme le disait M. Pichou tout à l'heure, c'est un tourisme de proximité. Tourisme de proximité, ça veut bien dire que la voiture reste et restera probablement encore quelques années au moyen de transport naturel. Donc la clientèle que nous avons identifiée en nous installant à Roibon, c'est bien évidemment l'ensemble de la région Rhône-Alpes, mais c'est également un peu les voisins proches que sont nos amis suisses, et c'est un petit peu également le sud de la France et la région PACA, dont on pense effectivement par le biais des circuits autoroutiers, mais je crois que j'avais déjà un petit peu expliqué ça la dernière fois, par le biais de la qualité du tissu autoroutier, pourront remonter un petit peu sur la région. On est à moins de 3 heures de Marseille ou de Montpellier, et que 3 heures nous apparaît comme étant la durée maximum pour qu'une famille prenne sa voiture et dise on va aller passer 3 jours ou une semaine dans un temps. Et puis autre clientèle importante aussi dans le projet, tout à l'heure on vous a parlé, je crois, de centres de séminaires, c'est bien évidemment les entreprises. Nous allons mettre dans ce village un centre de séminaire dont l'objectif, bien évidemment, de drainer des entreprises petites et moyennes, et voire un peu plus grandes, de la région Rhône-Alpes ou de Suisse ou de ces mêmes régions qui viendront passer ici une journée, 2 jours, 3 jours de séminaire d'entreprise. Donc voilà, donc c'est clair que l'automobile ou le car, s'il s'agit d'entreprise, restera le moyen le plus naturel. Puis tout à l'heure, M. Pichou a parlé de l'aéroport, ou vous, monsieur, vous avez parlé de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est pas prévu dans notre stratégie. Si demain, effectivement, des vols low cost nous permettent d'avoir un complément de clientèle, ben, on ne le refusera pas. Mais je dirais que les hypothèses d'exploitation du Center Parcs de Roibon ne sont pas arrêtées par rapport au fonctionnement de l'aéroport, qui est un peu aléatoire et qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, amène essentiellement une clientèle britannique ou irlandaise. Il n'y a pas de... Alors après, il y a le phénomène du ski, bien sûr, c'est une plateforme internationale et extrêmement importante et qui fonctionne très bien, mais un peu saisonnière pour amener les clients sur les stations de ski. Là, nous, on raisonne effectivement sur un autre type de clientèle, une clientèle à l'année, et aujourd'hui, peut-être que par ce biais-là, on aura un complément de clientèle par des compagnies comme Ryanair ou EasyJet qui amèneront des clientèles anglaises, et à ce moment-là, bien sûr, on organisera, nous, la liaison entre l'aéroport et le site qui est à 20 ou 25 minutes de distance. Voilà. Oui, je peux dire un mot de la végétation en hiver. Effectivement, c'est un sujet auquel nous sommes, nous, spécialement sensibles, puisqu'on a à cœur de fournir à nos touristes, tout au long de l'année, un environnement paysager de qualité. Alors ça apparaît quand même assez bien sur le plan masse que vous avez sous les yeux. Les zones, les bandes sur lesquelles nous construisons les cottages sont relativement étroites, puisque la forêt, qui comporte d'ailleurs quand même pas uniquement des arbres à feuilles caduques, il y a quand même beaucoup de résineux, beaucoup de très très beaux houx. C'est vrai que l'impression première qu'on a lorsqu'on aperçoit la forêt, c'est que peut-être il n'y a que des arbres à feuilles caduques, mais c'est loin d'être le cas quand on la parcourt dans le détail, et on l'a fait l'hiver dernier en particulier, parce qu'on voulait vérifier justement la qualité du paysage en hiver.
Donc les zones déboisées, on va dire, pour les cottages sont très très étroites. Ça apparaît assez clairement sur le plan qu'on a sous les yeux, puisque on ne va travailler la forêt que sur une bande de 6 mètres au-delà des façades des cottages. Le résultat qui apparaît sur ce plan, c'est que entre deux bandes de cottages qui se font vis-à-vis, on a au minimum 60 ou 80 mètres de forêt qui est particulièrement dense, même en hiver. Et même si on fait abstraction des résineux, des houx, enfin de tous ces arbres qui ne perdent pas leur feuillage, on a une telle densité de troncs d'arbres que effectivement, d'une zone de cottage à l'autre, on ne voit rien. On l'a vérifié, on a fait un repérage de l'ensemble des cheminements, des voiries qui apparaissent sur ce plan, et on a pu le constater. C'est effectivement quelque chose de très important pour nous. Voilà. Bien sûr, la végétation qui aura dû être éclaircie pour les besoins de la construction sera renforcée. Sur les toits. Par rapport à certains points, effectivement, se pose des questions. Ce qui se passe effectivement que l'eau est un facteur de patrimonial très important dans les Chaumarans. L'eau est un facteur qui est important dans les Chaumarans, donc effectivement, on a beaucoup de Droumois, on a l'air basse, on a la galore qui descend de Chaumarans, donc effectivement, la Drôme, effectivement, c'est beaucoup dans cette histoire, parce que cet impact, effectivement, qui a généré des conséquences d'environnement importantes par rapport à l'eau déchet. Donc ça va être un facteur important de problèmes environnementaux. Il faut savoir que les vacances étaient condamnées en Moselle pour non-respect de cours d'eau. Effectivement, les cours d'eau sont importants dans le Chaumaran. Il se peut que l'année le montre, on va se trouver dans des problèmes non réglés de pollution et d'environnement non réglés. En même temps, côté de cet impact, c'est effectivement cette tourisme de masse, qui correspond à une grosse verrue dans les Chaumarans. C'est un Chaumaran massif fragile, massif forestier, un massif qui mérite un meilleur traitement. Personnellement, j'ai soumis l'idée d'impact naturel régional Chaumaran-Bonneveau. C'est justement, il faudrait mieux distribuer la partition du patrimoine dans son ensemble, et non pas privilégier une grosse verrue. Je pense que l'erreur a été commise de faire un projet gigantesque, un projet qui n'a pas de conséquences sur l'environnement. Donc le Chaumaran, effectivement, mérite un meilleur traitement. Il faudrait utiliser d'autres solutions plus adaptées au Chaumaran et qui pourraient moins fragiliser l'eau et la forêt. Si j'ai bien compris, Monsieur Viron, vous demandez, vous êtes dans le secteur de la Drôme, c'est ça? Le bassin versant, pour partie, va aller en direction de la Drôme, et vous souhaitez savoir si il y a le respect de la qualité de l'eau pour pas que vous receviez une eau qui soit polluée, c'est ça? Effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas étudié la question de la Drôme. On a vécu l'Isère, on n'a pas vu de la Drôme. On ne mesure pas les conséquences environnementales par rapport au rejet de l'eau polluée dans la Drôme. Ce qu'on peut dire, c'est que tout est mis en œuvre sur le site pour que, Madame peut-être va expliquer, pour que l'eau restituée soit d'une parfaite qualité. Mais je vais lui laisser la parole pour que Madame Lequéré vous explique tout ça. Oui, bonsoir à tous. En effet, on est sur un site qui est implanté en Isère et qui a la particularité d'avoir la majorité de ses eaux qui s'écoulent vers la Drôme. C'est tout à fait juste, puisqu'environ 90% du site est sur un bassin versant, c'est-à-dire que l'eau qui s'écoule sur 90% du site va vers l'aire basse, par l'intermédiaire d'un petit chevelu de cours d'eau qui rejoignent l'aire basse immédiatement en aval du site. Pour 10%, on va effectivement vers la Galore. Mais on est dans une problématique où on a des impacts potentiels, en effet, sur l'aire basse et donc sur le secteur de la Drôme. Alors, quelles sont les mesures qui sont intégrées au projet pour s'assurer d'une protection des milieux aquatiques à l'aval? Parce qu'effectivement, ce site représente une certaine surface imperméabilisée. Je peux donner un chiffre, j'espère qu'il est aussi juste que possible. Le terrain d'assiette représente environ 200 hectares et la surface imperméabilisée, une trentaine d'hectares. 31, si ma mémoire est bonne.
c'est ça. 31 hectares sont imperméabilisés, c'est-à-dire c'est l'emprise des bâtiments, centre-village, ceux qu'on vous a exposés tout à l'heure, l'ensemble des cottages et l'ensemble des voiries, et plus les parkings bien sûr. Ça c'est sur 200 hectares, 30 hectares sont imperméabilisés. Il y a bien sûr une concertation avec la police de l'eau, puisque c'est un projet qui est soumis à la loi sur l'eau. Donc un certain nombre de garanties seront données dans le cadre de ce projet qui fera l'objet d'une enquête publique. L'objectif est de restituer au milieu récepteur des quantités d'eau, sous la forme de, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais des quantités d'eau équivalentes aux eaux qui étaient générées par les terrains naturels. Donc le surplus d'eau qui est lié à l'imperméabilisation, donc au fait que l'eau ne puisse plus pénétrer dans le sol, est compensé par un stockage de ces eaux. Associé à ce stockage, une dépollution des eaux de ruissellement en fonction des caractéristiques des sols qui sont lavés par ces eaux de ruissellement, donc avec des précautions particulières qui sont prises pour les zones qui sont les zones de parking ou les zones de voirie, avec des systèmes de dépollution et de collecte des hydrocarbures. J'espère que je réponds à votre question. Alors moi, je voulais intervenir en tant que président de la FRAP Isère, parce que c'est un dossier qui, dès le départ, a attiré énormément l'attention des associations locales et de nombreux défenseurs, entre guillemets, de la nature et de l'environnement, qui considéraient au départ que Pierre et Vacances ne faisait peut-être pas forcément partie de ces défenseurs de la nature et de l'environnement, puisqu'en tant qu'aménageurs, bien évidemment, ils interviennent sur la nature, et en plus une nature qui a, dans les Champs-Barans, quasiment jamais été bouleversée par des aménagements divers et variés. Au contraire, ce que disait Jean-Paul Viron en ce qui concerne la possibilité, pourquoi pas, d'envisager un parc naturel régional Champs-Barans-Bonnevaux, avait une parfaite logique, puisque c'était précisément de grands espaces naturels absolument non impactés par l'activité humaine. Or voilà qu'un projet de plus de 200 hectares, on parle de 200 hectares en comptant toute la partie foncière, va être installé dans une zone entièrement naturelle. Et de nombreuses associations nous ont transmis immédiatement leurs inquiétudes, et nous avons, je crois, en tant que fédération, nous avons adressé à Pierre et Vacances, par l'intermédiaire du Conseil général de l'Isère, avec lequel nous sommes, tout le monde le sait, en partenariat important, de par notre convention pluriannuelle d'objectifs, fait part de très nombreuses inquiétudes, ce qui était logique. Et je tiens, moi, en tant que président de la FRAPNA, à faire préciser une chose. Le travail collaboratif avec le Conseil général et tout le staff technique de Pierre et Vacances est pour moi assez exemplaire. D'un travail où on peut tout se dire en toute transparence, y compris les choses les plus désagréables qui soient. Et une des choses les plus désagréables qui soient, c'était de dire vous êtes sur une zone entièrement naturelle, sur une sorte de château d'eau, avec 2 bassins versants, avec une particularité d'un chevelu de rivières, de ruisseaux, etc., qui convient d'être particulièrement prudent pour un projet d'une aussi grande ampleur. Jamais égalé dans cette région. Jamais égalé dans cette région, et on tient à le souligner. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que fédération d'associations de défense de la nature et de l'environnement, nous n'avons jamais au départ voulu dire nous sommes contre le projet de Center Parcs. Par contre, nous avons dit c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de souligner un certain nombre d'inquiétudes par rapport à la ressource en eau, par rapport à la protection justement de cet immense chevelu, et pas simplement par rapport à la protection, souvent on nous le dit, des petites herbes, des petits animaux, etc. Et cependant, c'est un aspect également essentiel de ce dossier. Et sur ce point, j'aurais deux remarques. Je ne vais pas être long, mais je crois que c'est important quand même que nous, qui avons été au feu depuis bientôt 8 mois, nous avons assisté à un nombre très important de réunions techniques et sur lesquelles Pierre et Vacances a avancé avec le Conseil général dans la direction que nous souhaitions, c'était si cela doit se faire, ça ne pourra se faire dans un cadre exemplaire. On n'est pas à une époque où, avec le Grenelle de l'environnement, avec le réchauffement climatique, on peut badiner avec la nature. Au contraire, et je crois que je parle sous votre contrôle, vous utilisez vous-même la nature comme étant un des arguments de votre, développement.
Vous le dites vous-même, la nature a besoin de vos vacances, je crois, ou je ne sais plus quel est... C'est quoi votre... La nature a besoin de vacances. C'est ça, la nature a besoin de vacances. Vous allez un petit peu la perturber pendant quelques temps, si elle aura sûrement besoin de vacances. Donc nous avons, nous, de notre côté, été particulièrement, comment dire, attentifs à ce que vous nous avez fait remonter comme information, c'est-à-dire du terrain. C'est-à-dire que pour nous, Fédération de Défense et Environnement, on a besoin de vous remonter. Et sur ce point, je crois qu'on a été relativement servi, car nous avons eu énormément de remontées de la part des associations locales et des habitants locaux. Nous avons aussi des naturalistes, vraiment des amateurs de cette région, qui nous ont fait remonter beaucoup d'informations. Alors aujourd'hui, moi j'ai quand même 2 observations à faire sur ce dossier pour dire que ce n'est pas quand même si simple, ce n'est pas si simple que d'avancer sur un terrain naturel. La première observation, et il faut le dire, vous avez beaucoup travaillé parce qu'on vous a aussi un petit peu poussé à travailler dans ce sens. Cette zone que vous avez là est une zone entièrement humide, nous le savons depuis peu maintenant, et travailler sur une zone humide, eh bien, ça demande énormément de précautions parce que les contraintes en matière d'eau, justement, et de régime des eaux, c'est très important. Et donc là, peut-être que vous pourrez nous dire 2-3 mots justement sur ces dernières avancées du dossier, car nous avons souhaité avoir un maximum de garanties. Ça va nécessiter un énorme dossier autorisation loi sur l'eau, parce que c'est rare d'avoir un dossier loi sur l'eau qui va demander autant de précision demandée par la DAF, par les services, par la DIREN, etc. Bien. La seconde observation que je voulais faire, au-delà de cet aspect, strictement zone humide, car pour nous, la protection aujourd'hui des zones humides, c'est une nécessité absolue. Nous sortons d'un arrêté sécheresse cette année qui était absolument dramatique. Nous avons des cours d'eau qui sont dans un état aujourd'hui que vous avez tous vu. Ça pose énormément de problèmes tant en matière de ressources qu'en matière, c'est-à-dire purement et simplement l'approvisionnement en eau des populations. Que lorsque l'on voit ce problème sur cette zone humide-là, il faut que tout soit fait véritablement dans un sens de protection maximale. Et ensuite, il y avait un deuxième problème, mais qui concernait les chasseurs, les amoureux de la nature vierge, etc. C'était l'aspect également que, manque de chance, cette zone ici est considérée comme étant une zone nodale, c'est-à-dire un véritable corridor biologique. Et nous avons sur ce point également avancé beaucoup avec Pierre et Vacances sur l'identification réelle de ces problèmes de passage. Ce n'est pas simplement que d'aller regarder les petits animaux qui passent. Des corridors biologiques, c'est inscrit dans la loi Grenelle. C'est l'instauration de trames vertes et bleues dont les champs-barans sont un des éléments essentiels au niveau, isérois. Sur la carte des corridors biologiques, cette zone apparaît de façon majeure. Eh bien, nous avons là encore demandé, parce que c'est notre rôle et notre responsabilité, au Conseil Général et à Pierre et Vacances, eh bien, d'avancer. Pourquoi le Conseil Général? Parce qu'ils ont un service environnement extrêmement compétent, dans lequel on retrouve d'ailleurs d'anciens naturalistes que nous connaissons bien, qui ont travaillé même à la FRAPNA, et pour lequel nous avons d'ailleurs toute garantie au niveau du sérieux du travail. Et ça me permet de faire une dernière observation, et j'aimerais que vous, Conseil Général, vous puissiez en parler. C'est le travail qui a été fait pour présenter un cahier des charges qui soit conforme à ce que vous, Conseil Général, vous avancez sur l'agenda 21 du département. Comment concilier, dans le cadre de la politique volontariste que vous avez sur ce point-là, le projet de Center Park avec la politique de défense de l'environnement, ce département le plus écologique de France que vous soutenez à bout de bras, semble-t-il, pour un certain nombre d'entre vous, faire en sorte qu'en tout cas, ça le soit. Et ce n'est pas si évident, car il y a véritablement un paradoxe. Et sur ce point, je crois que vous avez avancé, et j'aimerais que vous puissiez en dire, parce que nous aussi, on vous aide à travers des réunions techniques, FRAPNA, donc, pour faire avancer le dossier dans le sens d'une parfaite intégration, la plus parfaite intégration écologique qui soit. Il n'appartient pas à la FRAPNA de porter un jugement sur le contexte ou sur le type de développement que vous avez souhaité, mais par contre, c'est notre responsabilité à nous de faire lever tous les problèmes qui soient. Il y a des réponses? Oui, est-ce que c'est le Conseil général et Alors on part sur le plan technique. Sur les aspects, donc il y a 2 aspects sur les zones humides et sur les aspects corridors.
Alors, la notion de zone humide, je pense que sur ce site en particulier, la notion de zone humide est une notion assez compliquée, parce que dans l'esprit de chacun, une zone humide, c'est une mare, c'est une queue d'étang, c'est une roselière, c'est une zone éventuellement à joncs. Voilà, ça, dans l'imaginaire de tous, on visualise bien que c'est une zone humide. Cette notion de zone humide a été redéfinie récemment dans la loi, je ne rentre pas dans les détails, mais on considère que peut être aussi une zone humide, une zone dont les terrains ont tendance à retenir l'eau, et évidemment à les restituer pour alimenter soit les nappes d'eau souterraines, soit les cours d'eau superficiels. Il y a donc un document qui est paru, qui a été fait à l'échelle départementale par Avenir, qui concerne la cartographie des zones humides. Effectivement, ce site est concerné par cette cartographie des zones humides sur deux aspects relativement différents. Il y a ce chevelu de ruisseaux qui fait l'objet d'une zone humide, et ça je pense que tout le monde voit très bien qu'on a la végétation associée au ruisseau. La compréhension de la zone humide ici est assez facile. On a une autre zone humide qui par contre est sur le plateau, c'est-à-dire vraiment en sommet, puisque le site est un peu en forme de dôme. On dit il y a deux bassins versants, on est en tête de bassin versant, donc forcément on est en situation un peu de dôme. On a du mal à imaginer qu'un point haut comme ça puisse être une zone humide. Et puis la végétation ne nous donnait pas non plus toutes les investigations précises, les inventaires qui ont été faits sur le site, ne nous orientaient pas forcément vers une zone humide. Donc à la demande de Pierre et Vacances, nous avons fait des investigations complémentaires parce que, encore une fois, sur une cartographie à l'échelle départementale, on peut, en toute bonne foi et sur des critères objectifs, déterminer une zone humide qui peut s'avérer fausse ou vraie. Donc là, en l'occurrence, on a voulu le vérifier. Et donc il y a une campagne d'investigation. On a fait des trous dans le terrain avec une tarière et on a regardé si on retrouvait ce qu'on appelle les traces d'hydromorphie dans le sol. Et donc c'est des mesures qui ont été faites extrêmement récemment. Donc on a déployé récemment parce qu'on avance dans les prospections au fur et à mesure de l'avancement du projet, en essayant de faire le plus d'allers-retours possible. Et donc nous avons confirmé sur site la présence de ces traces d'hydromorphie qui pourraient classifier ce secteur en zone humide. Donc c'est un état de fait qui sera analysé dans le cadre du dossier outil de la loi sur l'eau. Néanmoins, l'objectif de Pierre et Vacances, pour vous expliquer un peu les choses, je suis un bureau d'études indépendant, donc on fait un petit peu des allers-retours avec Pierre et Vacances et j'essaie de les conseiller au mieux pour prendre en compte ces aspects environnementaux, mais aussi des échanges avec les architectes, puisque au fur et à mesure où on avance dans la connaissance de ces milieux, on essaye de faire des allers-retours. Et ce que vous expliquez, Jean de Gatine, tout à l'heure sur les systèmes constructifs, le fait d'avoir une dalle avec des pieux qui sont enfoncés dans le sol, vient aussi de ce constat. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'important c'est de préserver ces écoulements superficiels, superficiels dans le sol, mais superficiels. Et donc, il a été choisi ce système constructif qui permet d'éviter d'avoir des voiles d'ancrage qui constitueraient des interruptions dans ces écoulements de zone humide. Voilà. Néanmoins, encore une fois, il est évident que ces incidents sur cette zone humide devra être compensés dans le cadre de ce projet, selon un protocole selon des protocoles qui restent à définir, puisqu'on n'est pas tout à fait au bout des réflexions, et on avance progressivement. On a un peu le même genre de réflexion sur les questions de corridors. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. La difficulté dans les liaisons, finalement, les grandes circulations de la faune vient du fait qu'une grande partie de ceci devra être clôturée pour des questions d'exploitation. On a beaucoup réfléchi un peu aussi en étant donc titillé par les associations, la FRAPNA, mais aussi par la DIREN qu'on a rencontré à de nombreuses reprises, sur ces questions de circulation, de corridors, d'interruption de corridors, etc.
Bon, cette clôture est incontournable dans l'exploitation. Donc la stratégie qui a été retenue, c'est plutôt une stratégie d'évitement, c'est-à-dire mettre la clôture le plus à l'intérieur possible, de façon à ce que les animaux puissent circuler de façon fluide autour du site, étant donné qu'on est quand même, on le rappeliez tout à l'heure, dans un grand ensemble naturel forestier, donc les circulations de site en site restent possibles. On a essayé de compenser au maximum ces incidences. On a travaillé sur la perméabilité quand même de la clôture pour la petite faune. Bon, on sait que pour la grande faune, on ne pourra pas rendre ce site perméable. On essaie de faciliter le contournement autant que possible. Oui, quelques mots, vraiment très brièvement. Monsieur le Président de la FRAPNA s'est exprimé en faisant le point sur le travail qui a été engagé dans un partenariat dont on ne peut que se féliciter entre le Conseil général, notamment qui a été cité, Pierre et Vacances, sur son produit, les associations environnementales et la FRAPNA qui a apporté sa pierre à cette construction. Et je tiens à vous remercier du travail que vous avez réalisé là-dessus. C'est vrai que si aujourd'hui, en termes d'élus et de services, nous sommes des élus responsables du tourisme, avec Jean-Michel Revol, c'est tout le Conseil général qui est mobilisé, même si c'est le service tourisme, la personne d'Isabelle Pissard ici présente qui assure la coordination du dossier, c'est tous les services qui sont mobilisés avec le service environnement, et notamment tous ceux qui s'occupent de l'assainissement et de l'eau, Jean-Michel CIS qui est là. Et aujourd'hui, tous nos services au Conseil général ont pour instruction, dans le cadre de l'agenda 21, d'avoir l'environnement comme référence permanente et absolue. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous allez savoir, nous allons voter d'abord différentes délibérations instituant une conditionnalité des aides et toutes les interventions du Conseil général dans quelques domaines qu'elles soient. J'en ai cité quelques-unes, mais on peut rajouter les transports, les routes, vraiment tout ce dans quoi nous intervenons. Tout doit être conditionné et fait au vu de l'atteinte à l'environnement. Donc c'est l'occasion de l'évoquer un petit peu plus largement, et c'est parce que le projet a les qualités que M. le Président de la FRAPNA vient de lui reconnaître, que nous avons dès le départ tout fait pour le faire aboutir. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de passer une nouvelle étape avec demain, peut-être, le dépôt des permis de construire à la mairie de Roibon. Voilà. Donc, tout cela va dans le bon sens et j'espère que, sans tirer la conclusion que je laisserai peut-être à monsieur le maire de faire, tout cela va dans le bon sens et j'espère que dans une prochaine réunion, des choses encore plus concrètes vous seront présentées. Merci. En général, les réunions durent 2 heures, donc nous approchons maintenant de ces 2 heures. Je vais vous proposer de clore cette réunion, si vous le voulez bien, et en remerciant l'ensemble des intervenants. Je remercie les uns et les autres de la qualité de cette réunion, de la qualité des questions.